silence! Non, mais ça serait plus facile de me demander lesquels je n'utilise pas. Parce qu'en fait, tout mode de transport m'est possible aujourd'hui. Le plus courant, c'est les transports en commun et la marche. Et puis, occasionnellement, si j'ai un déplacement un peu plus loin, c'est la voiture. Principalement la voiture, transport en commun. Alors, en premier, quand je suis à Boulogne, ce sont les transports en commun. Métro, bus. Voiture, uniquement. Et puis à pied. Dans le tram, il y a du monde, je suis pas libre de faire ce que je veux. Là, je vais où je veux. Je prends ma voiture, puis après, je marche à pied. Je pars quand je veux et je rentre quand je veux. Il faut être sain, j'allais dire, physiquement, hein, pour pouvoir conduire, pour pouvoir conserver la maîtrise de son véhicule. Je me sens quand même encore indépendante, là. S'il faut faire toujours appel à quelqu'un pour quoi que ce soit. La voiture, c'est parce que l'endroit n'est pas accessible par les transports en commun. Trop éloigné d'un arrêt de bus ou d'une station de métro. Oh non, là, ici, c'est terrible. Il y a des femmes qui commencent à plus conduire. J'ai ma voisine qui a 90 ans. Elle n'a pas d'attaque pour marcher jusque là-bas. Hein, donc, c'est la famille qui se débrouille. C'est le problème d'habiter à l'extérieur. On a la chance d'être à la campagne, mais il y a quand même des inconvénients. Hein. C'est évident, parce qu'avant, à l'époque, moi, je vous parle de ça, j'ai donc 72 ans, moi j'ai commencé à conduire à 18 ans, il y avait moins de voitures. Il y a beaucoup d'agressivité, voilà, d'impatience et d'agressivité. Les gens sont très agressifs au volant, il n'y a plus de clignotant, ils restent au milieu, ils téléphonent. Il faut apprendre à vivre ensemble. De toute manière, comme on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de voitures. C'est pas pour ça qu'on va plus vite, en définitive. Si on respecte les choses, tout va bien. Dès que nous prenons la voiture pour des trajets un peu importants, j'insiste pour qu'il me passe le volant, parce que je n'ai pas envie de perdre la main. Si on veut garder une conduite sécure, il faut pratiquer. Il faut savoir conduire. Il faut savoir freiner, il faut savoir anticiper. C'est vraiment une technique et une habitude qu'il faut avoir. Il faut s'adapter aux panneaux, il faut s'adapter aux ronds-points, voilà. Donc c'est tous des trucs, si vous bloquez là-dessus, c'est fichu, quoi. J'ai peut-être une vigilance plus importante parce que je suis moins certaine de ma capacité d'attention. Probablement que la conduite me demande plus de concentration qu'auparavant. La technologie, il permet ça, de rouler sécurité, d'être assisté. Boîte automatique, radar, assistance au freinage, GPS, localisation du véhicule dans l'espace urbain, voilà. Je pense que je me rendrai compte à un moment donné où si je suis mal à l'aise, je le ferai plus. Si c'est quelqu'un qui la prend pour vous, c'est mal vécu. C'est forcément mal vécu. Donc, j'espère être suffisamment lucide et raisonnable pour décider par moi-même. Je pense que les femmes acceptent plus facilement, tandis qu'un homme, pour lui faire lâcher sa voiture, c'est pas évident. Donc, à un moment donné, il faut être responsable et ne pas devenir un danger pour les autres, et même pour soi. J'espère que ce sera le plus tard possible. Ça arrivera un jour, de toute manière, si Dieu bref de vie. Mais... Je trouve que là, on doit se sentir vraiment vieux, là, si on ne peut plus conduire. C'est douloureux parce que ça vous fait dire que vous êtes vieux. Que la jeunesse, elle a foutu le camp. C'est qu'on se sort du rythme normal de vie, quoi, en fait. Hein. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, à vous qui êtes présents sur ce plateau. Et oui, il y a du public, le retour à la vie normale ou presque, mais aussi à vous qui nous regardez un peu partout en France. Donc merci d'être avec nous, ravi de vous accompagner tout au long de cette journée avec Laurent Bazin. Bonjour Laurent. Bonjour Estelle et bonjour à tous. Voilà un an que la sécurité routière mène une réflexion de fond sur les seniors et la mobilité. Alors on vient de les entendre, ces seniors, pas facile de renoncer à la voiture, synonyme de liberté, même de jeunesse. Il y a d'autres moyens de transport
transports, mais là aussi, ça peut être compliqué avec les années, avec les pathologies, la marche, le vélo, les transports en commun. On va y revenir tout au long de la journée, puisqu'un comité scientifique et un comité senior et mobilité ont planché sur cette question avec la sécurité routière. Tout le monde n'a pas la dextérité de cet ancien pilote automobile polonais qui, à 91 ans, donc continue d'être en compétition. Courir en rallye. Mais courir en rallye. C'est le plus vieux pilote. Alors nous, on va pas faire ça pour cette journée. On va décélérer, on va prendre le temps de se poser les bonnes questions, de trouver des réponses avec tous les intervenants qui vont être sur ce magnifique plateau ici donc à Paris, puisqu'il est temps de se poser des questions. Nous sommes à l'aube d'une révolution démographique. En 2050, un Français sur 4 aura plus de 65 ans, à commencer par moi. Mais pas vous encore, Laurent. Non, vous êtes encore très jeune. Et donc, tout au long de cette journée, nous allons revenir sur les enjeux soulevés par la mobilité des seniors, esquisser des solutions avec nos intervenants. Ils viennent de tous horizons. Ils sont sociologues, élus, médecins, assureurs, constructeurs automobiles et aussi beaucoup de profils différents pour avoir le panel le plus large possible. Oui. Alors on va se parler franchement, pour les journalistes que nous sommes, pour le grand public aussi, c'est un sujet qui est souvent pris sous l'angle du fait divers, c'est ce qu'on entend à la radio, ce que vous entendez à la télé, que vous lisez dans vos journaux le matin, c'est un accident qui fauche une vie, qui parfois handicape à vie, c'est une prise d'autoroute à contresens due à la confusion ou à des difficultés de vision. Ça, tous les présentateurs de France, Estelle et moi en avons été, ont évidemment eu à raconter des histoires comme celle-là. Vous verrez, et ça c'est intéressant, qu'on vit sur ce sujet-là, sur un certain nombre d'idées reçues. Et donc on les mettra à plat. Des idées reçues assez solides. Je vous donne un exemple. Par exemple, on pense que les personnes âgées sont responsables de plus d'accidents que les autres. Non, c'est faux, par exemple. Ça, c'est faux. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a évidemment un certain nombre de sujets qui se posent, parce que là, j'ai parfois synonyme de pathologie, qu'il faut être capable de dépister, de prendre en compte aussi dans l'exercice de la conduite. Ça veut dire accepter de modérer son usage. Ils en parlaient très bien tout à l'heure, les seniors qu'on entendait en début de notre émission. Modérer son usage ou bien laisser carrément sa voiture et donc se tourner vers des alternatives à la mobilité, ce qui veut dire les construire. Ce sera une partie de notre discussion de l'après-midi. Laisser sa voiture, c'est vraiment quelque chose d'important dans une vie, parfois de lourd, et on verra que c'est vécu comme une petite mort sociale par certains d'entre nous. Oui, les mots sont forts, assigné à résidence, être confiné chez soi. C'est vrai qu'avec la pandémie, on a pris l'habitude d'employer ce mot confiné, mais c'est vraiment le sentiment qui ressort de beaucoup de personnes qui sont obligées de rester chez elles parce qu'elles ne peuvent plus bouger. Et la mobilité est cruciale pour ne pas rester isolée. Il faut repenser la mobilité, mais aussi l'aménagement du territoire. Cette réflexion, vous le verrez, s'inscrit dans un contexte plus vaste, la place de la voiture en ville, l'environnement, l'agisme, avec toutes ces idées, ces clichés que l'on peut avoir aussi sur les seniors. C'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Nous sommes 45 millions de conducteurs et conductrices et nous aurons tous un jour, enfin on se le souhaite, plus de 65, 75, 80 ans, c'est une réalité statistique. Alors voilà pourquoi il faut se préoccuper de notre mobilité, des seniors, mais pas seulement, puisque nous partageons cet espace et nous le verrons, les solutions qui peuvent être données pour les seniors, et bien en fait ces solutions elles sont pour nous tous et nous toutes et nous allons voir comment tout au long de la journée. Alors nos débats, ils vont s'organiser en 3 temps aujourd'hui. On prendra d'abord la mesure des enjeux. Qui sont les seniors? Quelles sont leurs mobilités? Comment la vivent-ils? Ensuite, on se posera la question de la conduite en sécurité. Comment maintenir une conduite en sécurité pour soi et pour les autres? Comment juge-t-on l'aptitude médicale à conduire? Qui autorise? Qui interdit? Sur quelle base? Et faut-il par exemple une visite obligatoire pour les aînés? Un sujet très sensible qui a été aussi sujet à polémique. Donc on va y revenir ce matin et tout ça nous mènera autour de midi. Petite pause pour déjeuner, vous qui nous regardez et vous qui êtes aussi sur ce plateau, tous nos intervenants. Donc on fera une petite pause pendant jusqu'à 14h et ensuite nous reprendrons ces discussions en nous demandant comment nous pouvons garantir une mobilité pour tous. On cherchera avec nos invités à cerner les solutions, comment quand on se retrouve par exemple en difficulté pour prendre le volant, comment faire pour aller faire ses courses, maintenir sa vie sociale, car c'est aussi très important le lien social et c'est lié à la mobilité. Quelles solutions proposer? Encore une fois, nous
Nous sommes là pour discuter, pour échanger et pour esquisser des solutions. Alors justement, on a un lien ensemble. Vous avez un chat sur lequel vous pouvez réagir, poser vos questions, et nous serons là pour nous faire les interprètes des questions que vous aurez envoyées, les relais de vos réactions. On passera aussi dans le public auprès du collectif des parties prenantes qui est présent dans cette salle, vous le disiez tout à l'heure, et qui pourra réagir évidemment en direct, et eux aussi poser des questions. Bienvenue, merci de votre participation, pas à tout seigneur, tout honneur, et en l'occurrence au féminin. J'ai demandé à Marie Gauthier-Melleret, la déléguée interministérielle à la sécurité routière, de lancer nos débats. Merci beaucoup. Après une telle introduction, c'est un peu difficile de prendre la parole, mais j'ai quand même essayé d'enchaîner. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir cette conférence nationale sur la mobilité des aînés. Bien sûr, et comme je pense un certain nombre d'entre vous, j'aurais préféré qu'on puisse tous échanger en vrai, mais la situation sanitaire nous a conduit à opter pour cette formule hybride. Et je vous remercie donc toutes et tous, vous qui êtes ici en plateau et vous qui êtes derrière votre écran. Je sais pouvoir compter sur votre implication pour que nos débats soient riches et que nos échanges puissent se poursuivre toute la journée sur ce thème d'avenir, Estelle l'a dit, qui est la mobilité des aînés. Alors c'est un thème d'avenir à l'échelle individuelle, puisque effectivement nous sommes soit déjà entrés dans la catégorie des aînés, soit nous espérons y entrer à plus ou moins brève échéance. C'est un thème d'avenir également sur un plan collectif, car la France, comme toute l'Europe, se situe dans une période de transition démographique qui est caractérisée par un vieillissement de la population. L'augmentation de la longévité des Français, faut-il le rappeler, nous avons à la naissance gagné 9 ans entre 1980 et 2015, mais aussi l'arrivée des classes d'âge quantitativement les plus importantes, les fameux baby-boomers, sont des traits caractéristiques de la période que nous vivons. Il faut le dire d'emblée, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire. Cette avancée en âge est un temps à vivre et non une maladie à traiter. Plusieurs des intervenants d'aujourd'hui vont nous rappeler combien il est urgent de changer notre regard sur l'avancée en âge. Car non, cette révolution de l'âge n'est pas la marque d'un déclin, mais bien au contraire le signe d'un progrès de la société française. Ce temps de la longévité qui s'ouvre après le temps du travail et qui peut s'étaler sur 20-25 ans, peut-être, doit être un temps heureux, et la majorité des seniors vit aujourd'hui en bonne santé et avec plein de projets. Cette bonne nouvelle ne signifie toutefois pas que l'évolution puisse se faire harmonieusement sans qu'il y ait une forme d'accompagnement. Pour le dire autrement, notre société doit s'adapter dès à présent pour permettre à tous précisément de profiter dans les meilleures conditions possibles de ce formidable progrès. Et la mobilité a évidemment un rôle crucial à jouer dans cette perspective, car c'est un moteur de la vie et un antidote à la dépendance. Aller voir quand on le décide ses amis, pouvoir aller seul chez le coiffeur, pouvoir tout simplement faire ses courses de façon autonome, c'est un facteur essentiel pour chacun d'autonomie et de vie. L'absence de mobilité est redoutée car elle est porteuse d'un risque d'une assignation à résidence et d'une mort sociale. Si notre objectif doit donc être celui d'une mobilité maintenue le plus longtemps possible, évidemment, elle doit être une mobilité qui se fasse en toute sécurité pour tous les usagers de la route. Or, force est de constater que la part des aînés dans la totalité des décès sur la route croît depuis 2010, qu'ils soient conducteurs, passagers, piétons, cyclistes, usagers de deux roues motorisées. Les aînés représentent une population fragile pour laquelle un accident aura souvent des conséquences plus graves que pour des plus jeunes. Et comme ça l'a été rappelé tout à l'heure, ils sont au total plus souvent des victimes que des responsables d'accidents mortels. Toutefois, plusieurs accidents dans lesquels la responsabilité de conducteurs âgés était impliquée ont logiquement suscité une certaine émotion. C'est pourquoi la délégation à la sécurité routière s'est lancée depuis plusieurs mois dans une réflexion multiforme qui cherche à embrasser le plus largement possible et sans simplification excessive la question de la mobilité des aînés. Pour aborder un sujet d'une telle ampleur, il nous a semblé important de le faire avec tous les acteurs concernés pour que notre réflexion puisse se nourrir et s'enrichir des différentes expériences, des différentes idées que vous portez, vous qui assistez aujourd'hui à ce colloque, vous qui avez participé hier à des travaux et vous qui demain serez peut-être amenés à nous accompagner dans différents projets.
quitte à faire, pardon, un peu cérémonie de remise des prix, qu'il me soit permis de remercier plus particulièrement pour leur contribution très directe à l'élaboration de cette journée. D'une part, les équipes de 4 départements pilotes, ceux de l'Ain, du Morbihan, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, qui, nonobstant la crise sanitaire, ont organisé des tables rondes territoriales et qui, par leurs travaux, nous ont permis de mieux cerner les questionnements qui vont être abordés aujourd'hui. D'autre part, je tiens tout particulièrement à remercier le comité scientifique qui s'est réuni sous la bienveillante présidence du docteur Anne-Marie Gallo, conseillère santé à la délégation interministérielle à la sécurité routière. Comité scientifique qui a été la véritable cheville ouvrière de cette manifestation en pensant les thèmes et les intervenants. Et puis, je voudrais remercier tout particulièrement le comité des parties prenantes qui s'est réuni sous l'égide d'Olivier Lacombe et dont certains membres d'ailleurs sont présents parmi nous en plateau, je les en remercie, et d'autres, je le sais, sont derrière leur écran et qui ont bien voulu, par leurs échanges, leurs éclairages, nous accompagner dans l'élaboration de cette manifestation et qui vont encore aujourd'hui nous accompagner. Un dernier mot, enfin, avant de vous laisser profiter des différents échanges, sur la philosophie qui anime la DSR aujourd'hui. Il s'agit pour nous d'une étape dans un travail, je vous l'ai dit, démarré il y a quelques mois et qui va se poursuivre demain. Notre souhait, lors de cette conférence, est de créer les conditions d'une écoute et d'un dialogue le plus large possible, impliquant des chercheurs, le corps médical, des acteurs locaux, des professionnels de la mobilité, des citoyens, âgés ou non d'ailleurs, avec comme objectif de s'interroger sur l'impact de cette transition démographique pour examiner comment élaborer un certain nombre de recommandations opérationnelles pour la mobilité de tous. Il ne s'agit donc pas pour moi, pour nous, de prendre des décisions ou de fixer des orientations définitives. Il s'agit au contraire de vous écouter pour mieux comprendre, mieux analyser et demain, je l'espère, mieux décider comment faire de ce temps de longévité un temps heureux de mobilité en toute sécurité. Bref, une fois n'est pas coutume, je vais me taire et vous écouter. Et je vais donc laisser dès à présent la parole à Estelle Martin et à Laurent Bazin qui vont nous accompagner tout au long de cette journée. Merci beaucoup. Effectivement, vous l'avez dit, c'est une chance de vieillir. Ce n'est pas une maladie. Jean Dujardin, l'acteur que vous connaissez certainement, dit d'ailleurs que lui, il trouve ça très dommageable d'atteindre 85 ans. Lui, il rêve de 130 ans. Alors c'est vrai que 130 ans, on n'en est pas encore là, mais il n'empêche que vieillir est une bonne nouvelle et vieillir en bonne santé, si je puis me permettre ce mot. Alors avant de nous intéresser aux conducteurs seniors, on va s'intéresser aux seniors tout court, à ceux d'aujourd'hui et ceux que nous allons devenir. Et c'est ce que nous allons faire avec vous, Mélissa Asli-Petit. Merci d'être avec nous. Merci. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes professeure, docteur en sociologie et fondatrice de Mixime Génération. Alors, vous avez cette très jolie formule, je vais vous la piquer. En chacun de nous sommeille un aîné, choisissons celui que l'on veut devenir. Surtout que nous sommes à l'aube d'une révolution démographique, vous me le confirmez? Tout à fait. Peut-être qu'on peut commencer par poser le contexte. Cette révolution démographique, elle prend plusieurs formes. Ce qui a déjà été un peu dit, une augmentation de l'espérance de vie, 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes, une augmentation de la part des plus de 60 ans dans la population française. Aujourd'hui, en 2021, les plus de 60 ans représentent 27% de la population. Et puis également une baisse de la fécondité. Alors cette baisse de la fécondité, on la vit un peu moins en France que dans d'autres pays comme l'Allemagne ou le Japon. Mais malgré tout, cette révolution démographique de la longévité, eh bien, elle nous impacte dans l'ensemble des domaines de la société. Je pense bien évidemment à la mobilité, au transport, à la consommation, à la communication. Et donc, de fait, ça va continuer à créer un raz-de-marée de transformation. Mais alors, quand devient-on senior? C'est-à-dire, c'est à 65 ans, à 80 ans, à 95 ans. Ce n'est pas exactement la même chose. Il y a aussi la question de la santé, de l'autonomie. Est-ce qu'on met tous les seniors aujourd'hui? Est-ce que la société met tous les seniors dans une sorte de même catégorie? Le terme qu'on emploie, que ce soit les seniors ou les retraités, eh bien, donne cette impression qu'il y a une seule catégorie homogène,
Alors qu'au final, non. Souvent, en plus, quand on parle bien d'une population un peu plus spécifique. Et puis, il y a des différences de genre, de lieu de vie, de situation matrimoniale, de catégories socio-professionnelles, d'état de santé, et puis, bien évidemment, de capacité aussi dans nos mobilités. Donc, la population des plus âgés, alors qui aussi, en fonction de ce qu'on peut définir, eh bien, est très hétérogène. Et aussi hétérogène en termes de mode de vie et de différence de génération. Et nous allons justement, tout au long de la journée, faire des différences et vraiment essayer d'être le plus exhaustif possible. Et on va beaucoup parler, vous allez vous en rendre compte, des baby-boomers. Pourquoi est-ce qu'ils se démarquent? Est-ce que ce sont des révolutionnaires dans l'âme? Est-ce qu'il va falloir compter avec eux? Je pense qu'ils ont été, d'une certaine manière, des révolutionnaires dans l'âme tout au long de leur parcours de vie. Parce que c'est important aussi de prendre en compte ce point du parcours de vie quand on parle des baby-boomers ou même des seniors de manière un peu plus globale. Ils ont une aspiration, les baby-boomers, à plus de souveraineté, de liberté, ce qui a été un peu dit dans les films, mais aussi de choix de vie, de libre arbitre. On a pu le voir lors du premier confinement, un certain nombre de tribunes qui a été portées par ces baby-boomers pour insister sur la non-prolongation du premier confinement après mai 2020 sur cette population des 65-70 ans. Mais il y a eu aussi des apprentissages de leur part, parce qu'ils ont pu voir leurs parents vieillir. Est-ce qu'ils peuvent le vivre encore et l'expérimenter? Et puis certains ont déjà perdu leurs parents. Mais donc, il y a une forme d'autorégulation, de la prévention sur certains détails. Alors, c'est encore diffus, ce n'est pas une prévention globale, mais il y a des manières de faire qui ont été intégrées. Et puis, un autre point qui me semble important sur ces baby-boomers, c'est l'utilité sociale. C'est vraiment cette envie de ne pas être considérés comme des consommateurs, mais vraiment d'être aussi des acteurs, des participatifs dans la société civile. Donc des seniors très actifs qui, vous l'avez dit, ont vraiment protesté, où il y a eu des tensions, on l'a senti pendant le confinement, pendant la pandémie, entre les différentes générations. Est-ce qu'ils se sentent encore déconsidérés? Ils se sont sentis infantilisés? Vous notiez ces tribunes qui ont été dans plusieurs journaux. Est-ce que c'est toujours une certaine tendance de ne pas les prendre assez en compte et de les infantiliser, ces seniors? Alors peut-être qu'il y a un peu deux mouvements. Il y a ce mouvement de l'infantilisation, même de l'agisme, et des représentations négatives sur l'âge. Et donc de fait, on a parfois cette impression que devenir vieux, entre guillemets, ou vieille, eh bien c'était un peu un on-off. Et tout d'un coup, on passait d'un état un peu comme le nôtre, avec des pulsions de vie, des désirs, des attentes, à une absence de ces envies et une absence de ce parcours de vie. Et donc, comme si les retraités étaient figés dans le temps, comme s'ils n'existaient plus qu'entre vieux. Je remets les guillemets. Et donc, ce qu'on oublie totalement, c'est ce parcours de vie et que nous-mêmes, nous expérimentons le vieillissement dès maintenant. Et puis, à côté de ces représentations collectives, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver plus en lien avec la réalité, plus propulsés, je dirais, par ces baby-boomers. Et je pense par exemple, à Vogue UK, qui propose à chaque fois, quand ils mettent en avant des plus âgés, des femmes âgées, je dirais les sublimes, ces femmes âgées. Ou Iris Apfel, qui est une icône de la mode de plus de 95 ans, vraiment haute en couleur. Et donc, petit à petit, on arrive à des représentations plus justes de l'âge. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière ces représentations collectives, il y a aussi nos propres représentations mentales que nous devons aussi travailler. C'est-à-dire que nous tous et nous toutes, nous pouvons nous projeter dans des personnes. Alors c'est vrai, même sur le vocabulaire, c'est parfois compliqué. Personnes âgées, seniors, on ne sait plus trop comment qualifier. Il y a presque du politiquement correct. Et est-ce que vous pensez qu'il faut justement plus de personnes emblématiques en France notamment? Est-ce qu'il y en a assez? On peut penser à Pierre Richard, Josiane Balasco, mais finalement, si on commence à regarder un peu les personnes âgées ou seniors, je ne sais pas quel est le terme. D'ailleurs, vous nous le direz, vous qui nous regardez un peu partout en France. Quel est le terme que vous préférez, puisque peut-être qu'il y a un terme qui est plus adéquat qu'un autre. Est-ce que vous pensez qu'il nous faut plus de figures pour que nous, ou même les plus jeunes d'entre nous, puissent se projeter? Oui, définitivement, oui. La question du rôle modèle est importante à tout âge et je dirais dans toutes circonstances. Et donc, de fait, on a besoin de rôles modèles âgés qui nous montrent que l'on peut faire,
qui nous montrent que l'on peut agir différemment, que l'on peut tenter des aventures. Dans l'introduction d'un livre de Gloria Steinem qui s'appelle « Sur la route », alors c'est encore une référence anglo-saxonne, mais au tout début, elle rencontre une femme âgée qui s'est mise à faire de la moto depuis très peu, alors qu'elle l'a toujours rêvé. Et donc, d'une certaine manière, ça nous projette dans quelque chose que l'on peut encore faire. Et ces rôles modèles, on peut aussi les trouver certes dans notre entourage, dans notre expérience du vieillissement au cours de notre vie, mais aussi dans la littérature, dans les films, dans les séries. Vous parlez de Pierre Richard, de Jean Dujardin, de Josiane Balasco, on peut parler de Catherine Deneuve, on a besoin de ces rôles modèles. Et j'aimerais aussi peut-être vous poser une question qu'on peut tous se poser quand on regarde un film. Quel est le dernier film que vous avez vu, série ou livre ? Et donc, quelle était la place des plus âgés? Quels étaient leurs rôles? Comment ils étaient définis, décrits? Et donc, de fait, ça montre aussi là où les places des aînés dans la société. Alors, les aînés dans la société, alors oui, c'est amusant parce que Josiane Balasco expliquait qu'à un moment, elle embrasse à pleine bouche son amoureux et pour plus de 70 ans, c'est presque révolutionnaire de voir ça à l'écran. Mais est-ce qu'on reproche aux aînés de ne pas être assez dans le rythme de la société? Est-ce qu'on a toujours mettre en marqueur le fait d'être actif, d'être productif? Est-ce qu'on est resté dans cette philosophie-là ou avec la pandémie, on s'est dit il y aura enfin un monde d'après où on va décélérer, où on va avoir la slow life, enfin bon, pour faire un anglicisme. Est-ce que ça a évolué ou pas du tout? Ça évolue, mais on est quand même dans un monde encore capitaliste compétitif, donc d'une certaine manière, ça pose quand même ce sujet. Et ce côté de mot retraite, d'une certaine manière, aussi casse, je dirais, cette possibilité de pouvoir être autre chose. Dans nos représentations collectives, bien évidemment, les retraités sont bien plus qu'être en retrait de la société. Et puis, tout à l'heure, je parlais des représentations et de la manière dont on pouvait expérimenter le vieillissement tout au long de notre parcours de vie. Ce qui est important aussi, c'est qu'il puisse y avoir des aînés dans l'espace public, qu'on puisse en voir en dehors de ces représentations culturelles ou de son espace familial. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'espace public ne les prend pas assez en compte. On va en parler tout au long de cette journée, mais c'est votre analyse, vous? Je dirais que ce n'est pas que pas assez en compte. Il y a encore... Le truc, c'est qu'il y a encore énormément de possibilités d'amélioration. Quand on se rend compte que, par exemple, dans certains endroits, il peut y avoir des trottoirs mal entretenus, il peut y manquer de rampes, ou il peut y avoir un manque d'éclairage, ça peut restreindre cette possibilité. Et puis, malgré tout, il y a des dynamiques positives. Je pense à la ville de Dijon qui a mis en place des strapontins dans son marché. Et donc, de fait, cette amélioration, elle est utile, certes, pour les seniors, mais elle est utile pour tout le monde. Et ce qui est aussi important à prendre en compte, c'est que quand on parle de la mobilité, il y a aussi le lieu de vie et l'accessibilité. Est-ce que mon lieu de vie est accessible? Où est-ce qu'il est dans le territoire, dans les territoires? Et également, sur cette question de l'accessibilité, si je ne peux plus conduire et qu'il n'y a pas de réseau de transport, ou en tous les cas des palliatifs, comment je fais? Peut-être que je vais me résigner à rester chez moi. Et donc, ce qui est terrible, c'est que, ce qui était dit, le lien social est important. Donc être mobile, être visible, c'est aussi être en lien avec les autres. Alors, quelles solutions proposer? Là, vous évoquiez effectivement Dijon, on va y revenir d'ailleurs cet après-midi. C'est vrai que Dijon est une ville amie des aînés, puisqu'elle a pensé aux aînés. Et après, on va voir aussi que ça permet aussi aux autres, que ce soit les personnes qui ont des soucis de mobilité ou les mamans avec des poussettes. En fait, c'est englober toute la société. Est-ce que c'est pas aussi avoir une société plus inclusive, plus accueillante? Oui, totalement, on a besoin de cette inclusivité. Je dirais qu'il y a un besoin de faire un peu ce pas de côté. L'idée de se dire, un peu comme j'ai déjà dit, sur cette expérience, c'est-à-dire qu'on parle parfois des retraités extérieurs à nous, alors qu'on oublie qu'on devient nous-mêmes, je dirais, un vieux un peu mieux chaque jour, et qu'il est important aussi de projeter cette société, et que si on la projette de manière inclusive, elle sera plus bienveillante pour les plus âgés, mais elle sera aussi plus bienveillante pour nous-mêmes. Et qu'il y a un besoin dans cette inclusivité de ne pas segmenter différentes thématiques, mais bien lier longévité avec des problématiques de société, que ça soit l'environnement, que ça soit le lien social, que ça soit bien évidemment la mobilité et les transports en commun, par exemple. Mais il y a aussi cette réflexion plus générale. Je vais en donner deux qu'on peut avoir actuellement. Carlos Moreno, quand il parle de la ville du quart d'heure, il est important aussi de lier cette ville du quart d'heure
avec la longévité. Ou Michel Maffezoli, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur la société postmoderne et qui l'imagine, alors lui très local, dans les échanges, et plutôt des échanges affinitaires, comment on arrive à croiser ces réflexions avec les plus âgés. Oui, Carlos Moreno, la ville du quart d'heure, c'est que tout soit accessible à un quart d'heure. Et il a beaucoup travaillé, notamment sur Paris, sur Bogota, sur des grandes métropoles. Mais aussi, la difficulté, c'est de prendre en compte toutes les situations. C'est-à-dire soit la métropole qui doit être plus accessible aux personnes âgées, alors que tout le monde est dans une espèce d'urgence, et le milieu rural, urbain. Et là, c'est plus compliqué peut-être aussi. C'est plus compliqué, mais en tous les cas, les solutions apportées ne seront pas tout à fait les mêmes. Peut-être que le quart d'heure sera un peu plus large, mais en tous les cas, et comment aussi on fait venir aux plus âgés, aux plus âgés et aux habitants de manière plus générale, eh bien, certains services, certains biens de consommation, certes, comment on redynamise quand même ces environnements locaux. Il y a vraiment un besoin de redynamiser le local, à la fois certes par des commerces de proximité, mais aussi par des moyens de mobilité. Mais je pense aussi à la possibilité de créer des lieux de vie qui nous permettent de nous retrouver sur de l'affinitaire. Il y a aussi besoin de cette présence et l'échange. Et donc, de fait, on a besoin de retrouver un peu ce nous collectif dans cet environnement de demain. Et oui, je me demandais si en France c'était différent par rapport, tout à l'heure vous citiez les pays anglo-saxons. Est-ce qu'en France on est au tout début de cette réflexion ou est-ce que ça arrive doucement comme avec, mais sûrement? Il me semble que ça arrive de plus en plus, en tous les cas, et que ça arrive sûrement, et que de toute façon, à un moment donné, je dirais que nous n'aurons pas le choix de commencer à réfléchir concrètement à des solutions eh bien, pour tous, qui n'excluront pas les plus âgés, qui les incluront. Et imaginer une société pour tout le monde, c'est aussi imaginer son soi en devenir. Alors justement, ce soi en devenir, vous nous avez dit qu'il fallait trouver ces solutions. Nous sommes là aujourd'hui toute la journée pour réfléchir aux solutions qui peuvent être mises en place. Merci beaucoup Mélissa Asli-Petit pour cette approche très positive, résolument positive. Nous allons tous être des personnes âgées, des seniors. Donc autant se projeter. Il faut de plus en plus de personnes pour aussi se projeter. Donc il faut vraiment ne pas céder à l'agisme et ne pas céder non plus aux clichés et aux idées reçues. Alors vous l'avez aussi souligné, avoir 65 ans ou 95 ans, ce n'est pas exactement la même chose. On va revenir aussi sur des chiffres comme est-ce que les personnes âgées sont responsables de plus d'accidents, quand est-ce qu'elles décident d'arrêter de conduire. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la mobilité des seniors, eh bien c'est avec Laurent Bazin et ses invités. C'est à vous Laurent.